Donc cette présentation de PPC Moi, cette fois-ci, concerne le projet Habitation abordable Sutton. Donc je voudrais souligner que c'est quand même presque un moment historique, là, parce que ça fait un bon 7 ans que ce... Hein 10 ans? Ben, en tout cas, 6, 7 10 Ben non. Bon, on a commencé à penser 10, mais bon, en tout cas, ça fait vraiment longtemps. Voilà. Right? Donc, si vous voulez juste commencer. Donc, le projet Logement abordable Sutton, pourquoi est-ce qu'il y a un PPC Moi? Ben, comme pour les gens qui étaient là lors de la première présentation, parce que le projet déroge à un certain nombre de règles de zonage applicables à la zone en question. Donc, M. Beauregard, si vous voulez juste... Donc, la zone concernée, c'est la zone H26. C'est sur la rue principale sud, au sud de la rue Church. Si vous voulez comme juste peut-être présenter la suivante pour donner une idée un peu du contexte. Non, non, voilà, celle-là. Oui, vous pouvez revenir. Voilà, voilà. Donc pour ceux qui ne sauraient pas où se trouve le projet, ça va probablement être au 60, principal sud, vu que c'est entre le 58 et le 62. Donc, c'est entre le CPE, que tout le monde appelle la garderie jaune à Sutton, et la résidence, enfin le HLM, le seul HLM en bonne et due forme de Sutton, qui est un HLM qui est réservé aux personnes âgées, je pense. Et de l'autre côté de la rue, juste en face du terrain concerné, c'est ça que vous avez. Un peu plus au sud, il y a la laiterie. Puis ça, c'est comme un exemple de maison qui se trouve être un petit peu plus au nord, en face. Donc, je pense que tout le monde est déjà passé par là, puis que vous êtes capable de situer où ça se trouve. Oui, suivante. Donc, pourquoi ce projet depuis 10 ans, 7 ans, 6 ans, enfin un certain nombre d'années? Parce qu'il y a un problème d'habitation à Sutton dont à peu près tout le monde est au courant, et c'est un problème qui s'aggrave d'année en année, vu que l'écart entre les revenus médians et le prix médian des habitations, il y a un fossé qui se creuse d'année en année. Donc, suivant les dernières statistiques de Statistique Canada, entre 2001 et 2016, à Sutton, spécifiquement, on a perdu 205 jeunes de moins de 14 ans. On a perdu 50 personnes entre 15 et 64 ans et on a augmenté notre population de 705 personnes de plus que 65 ans. Donc, globalement, la population de Sutton a augmenté, mais par contre, elle n'a pas augmenté d'une façon équilibrée. Donc, on a comme un segment de notre population qui augmente beaucoup plus vite que les autres. Et ça, ça a été présenté, c'était cet automne ou c'était cet automne, hein? Cet automne, il y avait une présentation de la MRC qui expliquait un peu tout cet enjeu-là et qui expliquait les risques que ça peut faire peser sur Sutton, qui sont des risques à terme de ce qu'on appelle une dévitalisation de la communauté, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec avoir de moins en moins d'enfants à l'école du village. Ça peut générer aussi des difficultés, ça en génère déjà au niveau du recrutement des entreprises. Puis dans l'ensemble aussi, pour le maintien de l'ensemble des services, ben c'est sûr que ça n'aide pas du tout si on a comme juste une partie de la population qui est comme surreprésentée et qu'on n'a pas les autres. Donc ça, c'était vraiment la motivation derrière la création d'habitations abordables, c'était d'élargir le spectre de possibilités pour les personnes un peu moins fortunées qui travaillent ici, qui vivent ici, qui ont des enfants ici et qui n'ont plus les moyens de se loger ici, de moins en moins les moyens de se loger ici. Si vous voulez aller à la suivante. Et donc, ça reflète de façon encore plus criante, peut-être, le problème qu'on éprouve à Sutton. Donc, suivant les normes de la SCHL, des normes qui ont d'ailleurs évolué au fil des ans, aujourd'hui, on ne devrait pas consacrer plus que 30% de ses revenus à son logement, qu'on soit propriétaire et que ça soit par le biais de l'hypothèque ou que ça soit un loyer comme locataire. Quand j'étais plus jeune, c'était 25%. Aujourd'hui, c'est rendu 30%. Et on se rend compte qu'à Sutton, déjà, on n'a pas énormément de locataires. Donc, quand on a moins d'argent, en général, on est locataire, n'est-ce pas? On pourrait être propriétaire, en général, c'est parce qu'on en a un peu plus. Donc, à Sutton, on n'a pas un gros taux de locataires résidents parce qu'il y a aussi tout l'impact de
résidence secondaire qui fait qu'il y a comme une compétition pour le locatif. Mais en plus de ça, la proportion de locataires qui doivent consacrer plus que 30% de leurs revenus aux frais de leur logement, à Sutton, c'est quand même 42,9%, donc 43% des locataires consacrent plus que 30% de leurs revenus à leur logement. Fait que ça, là, ça ne laisse pas tant de sous que ça pour le reste. Et on sait que le reste coûte aussi de plus en plus cher. Donc, on voit que vraiment, dans la MRC, là, on est vraiment en tête de liste, là, et de loin, quoi. On caracole de loin en avant des autres. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, Monsieur Hill, peut-être que je me suis trompée, là, parce que j'essayais de faire un historique. Nous, on avait dit que ça avait commencé en 2012 parce que l'habitation abordable Sutton, ça a été mis sur pied en 2012. Fait que c'était ça l'idée, mais c'est sûr que ça faisait quand même un certain temps qu'on constatait qu'il y avait un problème, là. Il y a une première demande d'accès logis, la demande d'accès logis, en fait, a été déposée en 2013. Et c'est à ce moment-là que la Ville s'est engagée à financer 21% des coûts du projet. Et dans la demande de subvention, là, vous pourrez demander plus de détails financiers parce que moi, ce n'est pas mon rayon. Il y a plusieurs personnes de l'organisme Habitation Abordable Sutton qui sont présents dans la salle. Donc, à la fin de la présentation, si vous voulez leur poser des questions, vous êtes bienvenus. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que le projet serait très majoritairement financé par la SHQ, par le projet Accès Logis, donc qui injecterait 1,2 million. Donc, grosso modo, là, à moins qu'il y ait une autre source, moi, j'ai calculé que ça voulait dire que la Ville qui mettait 21% mettait à peu près 300 000 pièces. Puis, il y a 1,2 million qui viendrait donc de la Société d'habitation du Québec. Ça fait des années donc, que le projet, à un moment donné, était supposé d'être situé sur un terrain plus grand, mais il y a eu des problèmes avec ce terrain-là. Donc, on s'est retrouvé sur le terrain où on est aujourd'hui. Et l'offre d'achat sur le nouveau terrain a été acceptée à la fin de l'année dernière. Et donc, là, on avance. Donc, si vous voulez. Donc, l'idée du PPC Moi, c'est que, comme j'expliquais, il y a plusieurs dispositions qui dérogent à la réglementation actuelle. La première, c'est qu'il y aurait plus qu'une unité d'habitation sur un même lot, donc, puisqu'il y aurait comme 2 bâtiments communautaires sur un même lot. La deuxième, c'est que dans chacune de ces bâtiments, il y aurait plus que 3 unités. Alors que dans les règlements actuels, en fait, ce qui est autorisé, ça serait du triplex seulement. Donc, en vertu du règlement actuel, en fait, on pourrait mettre un triplex. Ça ne ferait pas beaucoup d'habitations abordables et ça serait absolument impossible d'arriver à ce que ça soit un projet économiquement viable. On ne pourrait pas financer un triplex. Donc, c'est pour ça qu'il y a une demande de PPC Moi. Et une spécificité de ce PPC Moi-là, c'est qu'il n'y aura pas de processus d'approbation référendaire. Donc ça, je l'ai découvert récemment, ça fait un mois. C'est que, comme vous savez, la loi 122 qui est passée il y a quelque temps, là, dans la loi 122, c'est marqué que n'est pas propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire une disposition qui vise à permettre la réalisation d'un projet relatif à de l'habitation destinée à des personnes ayant besoin d'aide, de protection, de soins ou d'hébergement, notamment dans le cadre d'un programme de logement social mis en œuvre en vertu de la loi sur la Société d'habitation du Québec. Donc, il y a néanmoins une consultation publique pour que tout le monde sache qu'est-ce qui se passe, mais il n'y a pas de possibilité pour la population de bloquer le projet par voie référendaire dans ce cas précis. Et je pense que la loi était là parce que justement, c'était assez compliqué dans de nombreux cas de développer de tels projets là, avec des voisins qui ne voulaient pas, mettons des fois. Donc, et cette loi-là, en fait, ces articles-là, il y a autant les habitations que les équipements collectifs aussi échappent maintenant au processus d'approbation référendaire. Ensuite, donc, au CCU, on a commencé à voir des esquisses par rapport au projet au mois de juin.
Et le CCU statuait d'abord sur l'implantation. Donc au début, ce qu'on a vu arriver au CCU, c'était vraiment au niveau de l'implantation du projet, pas des élévations, là, pas de l'architecture, pas des formes, là, mais vraiment comment ça allait être implanté sur le terrain. Et donc la première implantation qu'on a reçue, qui était au mois de juin 2018, c'était juste pour avoir notre avis, là, c'était pour voir comment on réagissait. Et ben, on trouvait que 20 unités d'habitation, c'était quand même pas mal, beaucoup de monde accordé sur ce petit terrain-là. On trouvait aussi que le dégagement entre la rue et le bâtiment ici était faible et que ça pouvait poser des problèmes parce qu'il y a quand même une garderie avec un stationnement de garderie juste à côté. Donc, ça posait également des problèmes pour les petites familles qui allaient se promener avec les enfants en poussette, le fait que l'allée véhiculaire était juste à côté du stationnement de la garderie. Et là, on avait des petites craintes au niveau de la cohabitation, des risques que ça pourrait poser. Au niveau des stationnements, ben là, on trouvait que ça faisait peut-être pas tout à fait assez de stationnement. Il y en a qui trouvaient que ça faisait trop de stationnement, mais en tout cas, la réalité des choses, c'est qu'on est à Sutton, les gens, ils ont besoin d'avoir au moins une voiture. Et en théorie, suivant nos règles de zonage, là, on aurait dû avoir, je pense, 27 à 29 stationnements, mais là, à un moment donné, c'était comme des gens qu'on voulait loger, pas des voitures. Là. Fait que, tu sais, il y a des compromis à faire, puis en règle générale, les projets de logement social ou d'habitation abordable, pour réussir à faire rentrer les choses, diminuer le nombre de cases de stationnement, c'est un grand classique coast to coast. Là, à travers tout le Canada, souvent, c'est vraiment un des trucs, là, c'est de diminuer le nombre de cases de stationnement pour avoir plus de place pour mettre les maisons. Et puis, ben, on s'était dit, ah ouais, mais peut-être que ça serait cool, on pourrait aller chercher des stationnements à côté, puisque ici, il y avait comme aussi un HLM, donc c'est un équipement, enfin une unité collective qui était gérée aussi par l'OMH. Mais ça, c'est quelque chose qui est quand même très, 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 très compliqué, là, parce que c'est quand même des organismes différents et tout ça. Fait que peut-être qu'à long terme, là, on pouvait y penser, mais dans l'immédiat, ce n'était pas quelque chose de réalisable. Donc, suivant. Donc, quelques mois plus tard, l'architecte nous est revenu avec 2 propositions. Et là, on voit qu'il y avait quand même des modifications, enfin, en tenant compte justement des recommandations du CCU. Donc là, c'était soit 18 logements, soit 19 logements. On voit que ça avait reculé, ça a reculé du trottoir de façon à ce que la visibilité soit meilleure. Et sinon, ce que vous voyez ici, c'est la plupart des dérogations au règlement de zonage. C'est-à-dire, il y a plus qu'un bâtiment principal sur le même lot, 18 ou 19 unités d'habitation plutôt que 3 maximum par bâtiment. La marge avant est réduite. Ça aussi, de réduire les marges, marge avant, marge latérale, marge arrière, c'est un mécanisme qui est très souvent utilisé pour implanter du logement abordable parce que c'est une façon de maximiser l'utilisation du terrain. La marge arrière de 4 mètres à la place de 7 mètres et demi, en arrière, c'est un champ de maïs en général. Donc les voisins, ça ne les dérange pas beaucoup. 18-19 cases de stationnement plutôt que 27-29 prescrites. Des dimensions également qui ont été un peu réduites. Et une distance du stationnement, une ligne de latérale du stationnement avec le lot d'à côté de 30 cm plutôt que de 2 mètres. Donc, là, le CCU a refait des recommandations parce qu'on trouvait qu'il y avait vraiment une super amélioration, mais on se posait toujours des questions sur, je dis on parce que je fais partie du CCU, on se posait toujours des questions sur l'allée véhiculaire qui était encore de ce bord-là. Donc, la principale modification entre les projets que vous venez de voir et cette diapositive-là, essentiellement, ça a été de changer le côté de l'allée véhiculaire, de façon à ce qu'il y ait vraiment une plus grande distance par rapport au stationnement de la garderie et qu'il y ait moins de risques de conflit d'usage là, entre les petits-enfants qui sortiraient du stationnement de la garderie puis les voitures qui sortiraient du projet. Il y a un espace de stationnement pour vélo aussi. On a rajouté aussi une case de stationnement. Là, on est rendu à 20 alors qu'on était à 19, je pense. Puis, il y a un petit peu plus d'espace vert, puis il y a des remises pour les locataires. Donc, ça, c'est la dernière version qui a été soumise au CCU et c'est la version que le CCU a recommandé au conseil municipal d'adopter.
Je pense qu'on peut passer à la suivante. Donc là, ça explique en fait de façon détaillée ce que je viens de vous dire précédemment. Je pense qu'aussi on a, en fait, pour être capable de reculer de ce côté-là, on l'a tassé un peu par en arrière. Donc c'est pour ça qu'on a une marge arrière qui est vraiment réduite. Mais encore une fois, c'est un champ et ça va le rester encore pour un certain temps, je pense. Donc il n'y avait pas vraiment de problème de ce côté-là. Un des éléments dont je n'ai pas parlé, c'était au niveau des matériaux de recouvrement, parce que ça aussi, c'est des dispositions, je pense, qui sont sujettes, en théorie, là, c'est des dispositions, si c'était sujet à approbation référendaire, ça pourrait l'être, là, mais ça ne l'est pas le cas. Donc, les bâtiments qui vont être en façade sont des bâtiments qui vont être en bois, comme en déclin de bois, là, comme la majorité des bâtiments à Sutton. Mais les bâtiments qui vont être au fond sont des bâtiments qui vont être en déclin d'acier, parce que c'est un matériau qui est plus durable. Et au niveau de l'entretien, des coûts d'entretien à long terme, c'était un matériau qui était vraiment comme plus économique sur le long terme que le bois. Et il doit y avoir des petites insertions d'ailleurs, un petit rappel de qu'est-ce qu'il y a dans le fond en avant. Donc, si vous voulez continuer. Donc, ça, il y a eu aussi une petite différence, je pense, au niveau de la largeur. C'est ça, c'était de la marge, là, pour être capable de rentrer tous les stationnements. Donc, c'est ici, là, le fameux 30 cm. Là. Mais là, on est sur le bord, en fait, de la cour arrière de la garderie. Donc, il y a la cour arrière de la garderie. Là, il y a comme un espace de dégagement. Et là, il y a le bord du stationnement. Donc, en résumé, toutes les adaptations réglementaires que je vous ai présentées précédemment, elles sont acceptées. Il y a comme 3 grandes conditions de base. Donc, la première condition de base, c'est que le plan projet d'implantation de Mme Joanne Bélan, qui est parmi nous ce soir, ça fait partie intégrante du projet de PPC Moi. Donc, comme vous avez vu, c'est un projet qui a été très mûrement réfléchi et travaillé et retravaillé et re-retravaillé. Et c'est ce projet-là qui est accepté. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est ça. Ensuite, la SHQ doit confirmer définitivement son financement, puisqu'il reste cette petite chose-là à attacher. Et le comité consultatif d'urbanisme doit émettre une recommandation favorable en vertu du PIA en vigueur. Ça, je me demande si on ne l'a pas même déjà... on l'a peut-être pas... On l'a approuvé, hein, déjà, c'est ça. Donc, celle-là, elle est déjà réglée. Donc, il reste juste les 2 autres. Ensuite... Et ensuite, il y a comme tout un paquet d'exigences supplémentaires qui sont des exigences plutôt reliées aux nouvelles règles applicables au niveau de la MRC, au niveau de la gestion des eaux. Comme ces règles-là n'étaient pas rentrées encore dans nos règlements, puisqu'on a changé de règlement, comme je l'expliquais au mois de septembre, on est revenu aux anciens règlements. Donc, toutes les règles de la MRC par rapport à la gestion des eaux de ruissellement n'ont pas été intégrées, ne sont pas encore intégrées dans nos nouveaux règlements. Donc, c'est pour ça qu'on les a intégrées dans le PPC Moi. Et ça, c'est des règles vraiment importantes au niveau de la gestion de l'eau. Donc, pour faciliter l'infiltration d'eau, l'allée d'accès, sur 2 mètres de large, il doit y avoir comme un couvre-sol en forme de cellule d'abeille pour être capable que l'eau s'infiltre dans le sol. Les espaces de stationnement situés à un minimum de 6 mètres de toute ligne de terrain doivent être recouverts de gravier. Les cases doivent avoir une bordure. Ça c'était pas de la MRC, c'était de nous, là, mais c'était juste pour s'assurer qu'il y ait des plantations puis que ça reste pas tout nu. Les remises en cour arrière, ça c'était une demande aussi, là, parce que justement il y a des vélos et tout ça. L'abri pour poubelles, recyclage et compost en cour avant, ça c'était une demande aussi au niveau de l'esthétique. Et c'était les demandes suivantes, je pense, qui viennent plutôt de la MRC. Donc, il y a un permis de la MRC qui est requis parce qu'il va y avoir une nouvelle surface d'imperméabilisation qui va être égale ou supérieure à 1500 m², des mesures de contrôle d'érosion au moment de la construction du projet, une nouveauté à la MRC qui n'était pas une nouveauté chez nos voisins du Sud, mais c'est en train d'arriver au Québec, donc l'eau doit rester sur le terrain. Elle ne doit pas s'en aller dans des égouts pluviaux, elle doit rester sur le terrain, elle doit être infiltrée.
Donc, c'est pareil, les gouttières, là, on peut pas, l'eau qui va tomber sur les toits, là, elle ne peut pas s'en aller à l'égout pluvial, elle peut pas s'en aller, elle doit retourner sur le terrain. Et sinon, les autres dispositions des règlements d'urbanisme qui ne sont pas visées par le PPC-MOI continuent de s'appliquer. Donc, comme je l'expliquais, le PPC-MOI, c'est pour déroger à un certain nombre de règles. Donc, je vous ai expliqué les règles auxquelles ça dérogeait, puis sinon, ça respecte toutes les autres règles. Voilà. Donc, je pense que ça valait quand même la peine, là, même si ça, c'est moins réglementaire, de vous présenter un peu ce que c'était ce projet-là sur le plan architectural, parce que, en tout cas, le CCU a été vraiment impressionné, je dois vous dire, par la qualité d'architecture de ce projet-là et tout le travail qui a été mis dedans. Alors, je pense que ça vaut la peine de le voir. Voilà. Donc, la source d'inspiration, c'était un projet de logement aussi abordable, mais qui était plus situé dans le Grand Nord, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, Joanne, c'est ça? Je ne sais pas c'était où, tu ne te souviens pas. Mais c'était ça, c'était la source d'inspiration du projet. Et si on... Ouais, on continue. Donc ça, c'est la façade qui va être... C'est ce qu'on va voir sur la rue principale sud. Donc c'est des duplex sur la principale sud. Et comme je vous disais, les matériaux de recouvrement, ça va être du clin de bois. Ça respecte le type d'architecture en fait, qu'on rencontre à Sutton assez fréquemment. Avec quand même une petite touche qu'on est quand même en 2019 aujourd'hui. Entre autres, c'est ça, il va y avoir des petits inserts là, du matériau qui est utilisé en arrière qui va revenir en avant. L'essentiel sera en bois, mais il y aura un petit peu de déclin d'acier. Ça, c'est pour vous donner une idée de la palette de couleurs. Évidemment, ce n'est pas toujours super réaliste quand on passe à travers un écran, mais ça donne quand même une idée du genre de couleurs qui vont être utilisées. Si vous voulez la suivante. Donc ça, c'est le côté qui va donner vers la résidence pour aînés. Donc là, vous voyez, du côté de la rue, c'est duplex, puis ça devient ensuite triplex. Donc c'est ce bâtiment ici, cette partie-là, là. Oui. Donc ça, c'est l'élévation du bâtiment, ce qui donne donc vers la garderie et la cour de la garderie. Donc là encore, c'est le même triplex, là, mais vu de l'autre côté. Et évidemment, c'est pas mal plus coloré. Et ça, c'est la dernière élévation de façade, mettons, là, parce que je ne vous ai pas mis les côtés en plus. Là. Donc ça, c'est finalement toutes les façades qu'on peut voir éventuellement de la rue. Donc triplex et duplex, et comme un genre de petit rappel des montagnes en arrière au niveau de la silhouette du bâtiment. Et la dernière. Donc, je m'en suis rendu compte trop tard, j'aurais dû m'effacer de cette liste-là, mais c'est parce que j'ai demandé à Diane. Donc, Diane a tenu je dirais qu'elle a tenu la pôle du début à la fin, là, et je lui ai demandé, on pourrait-tu mettre la liste de tous les gens qui ont contribué à ce projet-là, parce que c'est vraiment un projet communautaire. Je pense que c'est quand même important de souligner. Ça ne devrait pas arriver que ça prenne 7 ans, ou c'est dommage que ça prenne 7 ans pour faire du logement abordable à Sutton, mais je trouve ça extraordinaire qu'il y a 3 conseils successifs qui se sont passés le relais pour que ce projet-là réussisse à aboutir, et je pense que ça devrait arriver plus souvent des choses comme ça. Pas que ça prenne 7 ans, mais que quand c'est un enjeu aussi important, je pense que ça doit transcender la partisanerie puis les chicanes, puis moi je trouve ça vraiment... inspirant. En tout cas, j'avais des petits frissons quand elle m'a envoyé le truc, Diane. Là. Surtout quand j'ai vu que Denis Laure a été comme vraiment la source d'inspiration et le premier à dire ça n'a pas d'allure, ça prend de l'habitation. Bon, là, lui, il est rendu à Yellowknife, là. Mais quand même, quand j'ai vu ça, je ne me souvenais pas que c'était Denis qui avait vraiment lancé le bal. Mais il y a beaucoup de monde là, qui se sont relayés et qui ont travaillé à ce projet-là. Et je pense aussi que c'est peut-être pour ça que ça donne un projet de cette qualité-là. C'est pas parce que c'est du logement abordable ou que c'est du logement social que ça doit être drabe, puis que ça doit être laid, puis que ça doit être plate. Fait que je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, Joanne. Tu as fait un super beau travail. Voilà. Donc, si vous avez des questions, elles sont bienvenues.
Oui. Oui, je veux savoir comment vous allez déterminer qui va avoir la possibilité d'habiter ces logements-là. Est-ce qu'il va y avoir des listes d'attente? Est-ce qu'il va y avoir des critères au niveau des revenus des gens? Ou c'est quoi l'objectif? Là, je pense que c'est à des gens Est-ce que tu veux que je réponde? Tu peux répondre. Oui, oui, oui. Ça Je ou peux ça compléter. Oui, oui. Attends. Veux-tu prendre mon micro? Ou, est-ce que vous... Non, ça va? C'est correct? Les 18 unités de logement sont destinées aux familles, donc c'est des 4,5, des 5,5. Ça fait que dans les critères de priorisation pour l'accès à un logement, il y aura certainement un critère familial de nid. Ensuite, il y aura des règles. On n'a pas encore défini, on n'est pas rendu à cette étape-là de vraiment définir toutes les autres règles, mais ils seront connus, ils seront rendus publics, mais définitivement, il y aura un critère de famille. En termes de revenus, il y a 9 logements sur les 18, 9 ménages, parce que ce n'est pas associé à un logement, 9 ménages qui vont avoir accès à une subvention de supplément au loyer qui va permettre de ramener leur coût de loyer à 25% de leur revenu. Donc, ces ménages-là, effectivement, devront être en deçà d'un certain revenu. Ça, c'est les règles de la Société d'habitation du Québec. Donc, il y a toute une grille là, que je ne connais pas vraiment là, qui va être appliquée. Puis c'est certain que j'imagine dans les règles d'attribution pour les autres logements qui n'auront pas les autres logements qui n'auront pas accès à une subvention, la question de si entre deux familles, il y en a une qui est plus fortunée que l'autre, bien peut-être, là, mais comme on ne les a pas définis, là, c'est moi qui parle, j'émets ça comme hypothèse. Peut-être qu'il y aura une priorité de mise à la personne qui a un plus faible revenu, au ménage qui a un plus faible revenu. C'est ça, Patricia ne l'a pas mentionné, mais il y aura des stationnements prévus pour les personnes à mobilité réduite et possiblement des appartements aussi qui pourront être adaptés universellement, donc accessibles. Il y a quelques appartements qui sont que sur un plancher, donc qui pourront être... Il n'y a pas d'ascenseur. Non, c'est ça, il n'y a pas d'ascenseur puisque chaque appartement a son entrée distincte et les appartements qui sont sur un seul plancher pourront être adaptés universellement. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris tout dernièrement qu'on pouvait faire et j'étais très contente de l'apprendre parce que je sais qu'il y a des besoins pour ça aussi. Bien, bravo du projet. Moi, je me demandais, est-ce que vous allez prioriser les familles qui sont déjà ici parce qu'on sait que la MRC veut accueillir 6 000 personnes. Prioriser les gens qui habitent déjà ici. Bien, c'est une bonne idée de critère, tu sais, je pense pas, ça c'est un commentaire éditorial, je pense qu'il y a beaucoup de freins à l'arrivée tu sais, si on parle par exemple d'immigrants à Sutton, tu sais, ne serait-ce que la question du transport et de l'emploi, mais c'est une bonne idée de critère. Et d'ailleurs, notre groupe de ressources techniques nous disait qu'on pourrait probablement commencer à compléter des... comment on l'appelle? Des demandes de réservation. Oui, c'est ça, parce que la SHQ, à certaines étapes, veut valider avant de s'engager de décaisser les fonds qu'il y a toujours un besoin. Donc, ouais. Donc, il y a quelques années, on avait fait circuler à travers l'infolette de ressources familles, puis en papier, un genre de formulaire de mention d'intérêt. Mais là, on va le faire de façon plus formelle, puis le groupe de ressources techniques on va consigner ces informations-là, parce que si tout va bien dans un scénario réaliste, on pourrait penser qu'à l'automne 2020, les gens pourraient enfin venir habiter. Donc, de commencer à avoir des gens, il y a 7 ans, c'était peut-être pas réaliste de faire une liste et de dire aux gens, vous allez avoir un appartement, on ne sait pas quand, mais là, on sait que l'échéance arrive bientôt. Donc, il y aura cette feuille d'intention-là que vous pourrez signer pour... Puis on parle de combien le coût des logements, vous avez fait l'évaluation? Écoutez, le coût des logements va être défini par le coût des travaux.
en bonne partie. Donc, oui, la SHQ met un certain montant, mais c'est un montant qui est maximal, hein, qui ne couvre pas l'ensemble des coûts naturellement. Et donc, on veut aller chercher aussi de l'argent au niveau de la SCHL, qui a des programmes d'aide aussi au logement abordable. Alors, le fait d'avoir ou de ne pas avoir ces aides financières-là va faire en sorte que les logements vont être plus ou moins chers, là, mais une chose est certaine, on se doit, avec la Société d'habitation du Québec, qu'il soit à 95% du loyer médian de la région. Donc ça, c'est donc non pas de Sutton, pas de Sutton, mais de la région, donc incluant Cowansville et d'autres. C'est de l'information, ça, cette information-là, c'est la Société canadienne d'hypothèque et de logement, la SCHL, qui compile toutes ces informations-là. Ça fait que dernièrement, là, je l'ai retrouvé sur le site de la SCHL, là, le loyer médian pour la région de Cowansville, là, qui comprend Sutton, mais je n'ai pas le chiffre en tête. La mémoire, c'est plus bas que Sutton, hein? C'est sûr que ça va être plus bas. Puis déjà, le simple fait qu'il y ait l'obligation que ce soit au maximum à 95% de... Le médian de la région. Oui, c'est ça. Ça fait que ça garantit ça. Puis quelque chose que je peux aussi dire, puis ça, le mérite, c'est vraiment aux citoyens qui sont autour de ce comité-là. Il y a vraiment dans le projet une intention que ce soit un milieu de vie agréable, que ce soit des logements de qualité, des logements avec un côté environnemental, un côté d'économie d'énergie, puis vraiment une qualité de vie, tu sais. Sébastien disait ça, on ne veut pas que quand on passe devant, on se dise, oh, c'est bien, ça, c'est les logements des pauvres, là, tu sais, c'est pas du style, puis vous avez vu, ça n'a pas ce look-là, donc c'est ça. Je pense que ça va être un beau milieu. Je voulais savoir si c'est des logements qui peuvent être considérés propriétaires, que ce sera la ville, bien ça va être en forme de coopérative, il y a des suggestions. Pour l'instant, c'est un OBNL, donc c'est un organisme à but non lucratif qui a été constitué, qui s'appelle les Habitations abordables Sutton. Est-ce que ça pourrait se transformer en coopérative? Peut-être. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Dans les scénarios, il y a comme 3 possibilités. C'est sûr que la ville ne sera pas propriétaire, n'aura pas la gestion de ça. Donc, soit un scénario, c'est l'OBNL qui va demeurer le gestionnaire avec des administrateurs bénévoles, soit que ça se transforme en coopérative et à ce moment-là, c'est de l'autogestion, donc c'est les locataires qui, supportés par une fédération de coopératives d'habitation, qui gèrent leur habitation. Une autre chose qui s'est fait dans d'autres communautés comme à Cowansville, c'est de céder le bâtiment à l'Office municipal d'habitation qui gère déjà comme le HLM ici, qui pourrait en assurer la gestion. Donc ça, c'est les 3 hypothèses probables de mode de gestion. Yes. Hello, Cynthia Page. I'm just wondering if you could give us a timeline for the people from Grace Church about when everything is finalized and the sale will go through. Oh, that's a question for the town. Hey. Because well, I asked him already. It's the town who buy the... Yeah, I know. Moi, je sais pas. Monsieur le maire? La question, c'était quand est-ce que la vente va être conclue, là, parce que l'offre d'achat a été acceptée, mais ça a l'air, c'est pas signé encore. Est-ce que vous savez quand ça va être signé? I know. Sorry. It takes time. I wish that it could be tomorrow. Parce que le terrain, c'est un terrain qui a just because everybody at church la asked. réponse, moi, là. C'est lui qui a la réponse. OK. Non, parce que l'acte de vente est conditionnel, OK, le financement de la SHQ. Tant que le financement de la SHQ n'est pas signé, l'acte, je ne vois pas pourquoi que la Ville ferait une dépense d'acheter le terrain avec tout ça. C'est un rattaché un peu conditionnel. Puis si la SHQ a dit qu'il faut que le terrain soit acheté, il faut que je donne les sous, on est oui, mal, non, mais il faut... Non, mais ils sont liés ensemble. Hein, OK. So they're kind of linked together. So if the Société d'habitation du Québec says yes, we're going to finance and go ahead,
then the town will say, yes, the property sale will go through. It's just probably just a formality now, but it's going to take a couple more months for that to go through. Est-ce que tu veux dire combien de pieds carrés, le volume total? Joanne, la superficie, l'air au sol, un des bâtiments c'est à peu près 300 mètres carrés, puis l'autre bâtiment c'est 400 mètres carrés. Ça c'est l'air au sol. L'air au sol, oui, mais le total, Alors le total, faut multiplier par 3. À peu près. Donc 400 mètres carrés puis 300. Ben non, parce qu'il y a du duplex et du triplex. Les logements font combien de pieds carrés environ? les deux chambres, c'est 75 mètres carrés par logement et les trois chambres, 95. Que je calcule rapidement. Est-ce que vous avez fait une évaluation du coût total du projet, basé par exemple sur un prix moyen? Le prix moyen actuellement autour de 250 $, du pied carré. Quand on parle de lead et plus, on parle de 750 $ du pied carré. Alors, je vais répondre à ça. Essentiellement, c'est la Société d'habitation du Québec qui détermine la rentabilité du projet et elle, le coût maximal qu'on paie avec la Société d'habitation du Québec, c'est 1 600 $ du mètre carré. Donc, on est très loin du 250 $ du pied carré. On est plutôt... Et ça, c'est le coût maximum. Mais nous, à Sherbrooke, tous nos projets qu'on a faits depuis les 5 dernières années, dont un qui vient juste de se terminer, on les a faits à 1 200 $ du mètre carré. Donc, tous nos projets sociaux, dont un projet, entre autres, pour des personnes, des aînés avec ascenseur, avec une salle commune. Au pied carré, on divise par 10,76. Donc, autour de 110 $. 110 $ du pied carré. Et ce sont des logements nouveau climat, de très haute qualité, faits par des architectes et ingénieurs. Tout est... Il faut dire que tout est fait, là, vraiment, tout est extrêmement normé, là, et vérifié par des professionnels à tous les niveaux. Donc, autant au niveau du terrain, au niveau de la construction, les systèmes mécaniques, l'urbanisme, tout est hyper contrôlé et toujours doublement accepté après ça par la Société d'habitation du Québec qui veille à son argent. Donc, c'est toujours des projets de qualité et avec un prix aussi. Naturellement, la construction va se faire à partir d'offres publiques, donc au niveau gouvernemental. Là, on doit mettre ça on envoie ça au CE en haut, là, en appel d'offres publiques et c'est le meilleur marché qui le remporte. Et qui, naturellement, répond à tous les critères. Ouais. Approximativement, est-ce que la subvention représente quel pourcentage du coût total du projet? Est-ce qu'on dit qu'elle est subventionnée à 50 %? À peu près 50 % par la Société d'habitation du Québec. On parle de 20 %, mais ça, c'est 20 % de ce que la Société d'habitation du Québec met. Donc, mais le coût du projet lui-même est plus autour de 2,5 millions. Okay. Donc, on parle de 5 000 apports environ. Oui. C'est ça, 120, 130. Si on regarde l'ensemble, il n'y a pas juste le coût de la construction, il y a après ça les architectes, les ingénieurs, l'achat du terrain et tout ce qu'il nous faut, là, des professionnels. Y a-t-il une possibilité d'une phase 2 éventuellement si le besoin est ressenti? Est-ce que la SHT pourrait dire OK, on va encore de l'avant, la population a encore besoin de plus de temps? On va juste prendre un autre 7 ans. Non, mais comment on va prendre l'expérience? Moi, j'ai déjà commencé à penser, on en a, tu sais, c'est quelque chose qui est évident, là, qui a d'autres besoins à Sutton. Puis, c'est la première phase dans la démarche. On faisait que ça prenait du logement social pour ceux qui ont pas la capacité d'acquérir du logement. Mais
ce qu'on souhaite, c'est qu'il arrive aussi des projets où on peut aider les gens qui sont en mesure d'acheter et qui ne sont pas capables de payer le prix marchand, le prix du... Donc, il y a le projet du verger, le projet de la coop à capitalisation, où l'idée, c'est d'aider les gens à acheter des terrains, l'immobilier, mais qui serait dissocié de la spéculation foncière. Donc, ce projet-là est en branle, puis on souhaite aussi qu'il y ait du staff lodging à la montagne. Je pense qu'on aimerait ça qu'il y en ait autant qu'on... Dès qu'on peut en finir un, je pense que... Parce que j'imagine qu'eux, pour subventionner un projet comme ça, ils évaluent qu'il y a un besoin dans la municipalité aussi. Là, il a fallu démontrer. Il a fallu... tu sais, moi, je me souviens d'une réunion il y a quelques années où est-ce qu'on était chez l'ancien président Luc Pelletier, avec, il y avait Ken qui était là comme élu, il y avait Louis Dandonneau comme maire, il y avait moi, puis on était en conférence, le groupe de ressources techniques. Il fallait démontrer dans le temps parce qu'on a fait une étude, on a une quarantaine de demandes, je veux dire, de travail qui se souhaitait. Puis même, il fallait convaincre la SHQ qu'il y avait réellement besoin, parce qu'il y a un type de logement comme ça à Coinville, dans le temps où il y avait 2 logements de ville sur rénovation, puis la SHQ le considérait comme des logements vides, sur les citoyens, certains pourraient aller à Coinville à la place. La réponse était que, comme sur tous les riches, il n'y a pas de problème de logement. Exactement. Mais il fallait les convaincre. On les a convaincus, évidemment, le projet avance. Le 42 de personnes qui payent plus que 30 devraient être assez pour convaincre n'importe qui. Oui, c'est assez effrayant. C'est assez effrayant. Puis ce qui est triste, c'est que c'est une donnée qui se maintient dans le temps, parce que quand moi j'ai commencé à travailler avec la communauté de Sutton en 2009, c'était à 40, là on est à 43, c'était à 41,9, là, à 42 %. Donc, ça augmente. Il ne faut pas trop se surprendre parce qu'à la source, en fond, le problème, la source du problème, c'est qu'il y a une inflation qui n'arrête pas d'augmenter. Tu sais, je veux dire, puis France, Sutton, c'est pas la première ville à vivre ça, la gentrification, quelque part, tu sais. Puis, tu sais, c'est peut-être un autre, c'est certainement un autre débat une autre fois, là, mais je pense qu'on devrait parler plus comme du lien que les municipalités ont par rapport à la prise de taxes avec l'immobilier, tu sais, comme les liens qu'ils ont avec l'immobilier. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais en tout cas, depuis je ne sais pas combien d'années, je ne connais pas toute l'histoire fiscale des municipalités en lien avec l'immobilier, mais c'est un problème. Tu sais, je veux dire, il me semble qu'à un moment donné, il devrait y avoir un maximum de ce qui peut être augmenté dans l'inflation. Tu sais, parce qu'en plus, le salaire des gens augmente beaucoup moins vite que l'inflation, puis tout ça, c'est à cause... En tout cas, c'est complexe, c'est les marchés mondiaux. S'il y a du monde qui arrive ici, pour eux, c'est pas cher, ils achètent un terrain, ils le vendent vraiment plus cher à d'autres, il faut qu'ils soient pas cher, mais là, parce que le monde local, ils n'ont même plus accès au terrain local. C'est un gros problème. T'sais, aller à la racine du problème, je pense que ça serait encore... C'est extraordinaire, ce genre de projet-là, mais je pense que, il y a ça qu'il faut faire, mais je pense que d'autre part, il y a aussi un mouvement à faire à les corriger. Il faut créer de l'emploi aussi pour que les gens aient des revenus qui vont permettre que ça ne leur coûtera pas 40 %. Il faut que les gens arrivent à avoir un emploi et gagner plus cher pour dire que oui, je me trompe. Oui, mais c'est l'emploi de qualité, parce que je m'excuse, les emplois à la montagne. Non, mais ça, je pense que c'est une partie ça fait partie du problème aussi de dire qu'on met 40 % de notre loyer sur le travail en moyenne, sans un minimum ou des trucs comme ça. Il faut voir, ça peut être un autre projet. Là, je pense qu'il y a plusieurs Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va clore la consultation. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup.